Bonjour Sylvain Ferreira. Bonjour Irina. Vous êtes historien, spécialiste de l'art de la guerre, vous animez Veille stratégique, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, vous êtes déjà venu au Dialogue franco-russe et je vous remercie de revenir au dialogue pour cette interview d'aujourd'hui. Les Russes et les Américains négocient, se parlent. Poutine et Trump ont discuté pendant 2 heures hier, mais j'ai envie de dire que c'est pas si important que ça, comment cette conversation s'est déroulée, parce que vous allez me dire, ce qui décide, ce qui domine, c'est peut-être la situation sur le champ de bataille, la vraie situation sur le front. Pourriez-vous vous expliquer un petit peu rapidement à nos téléspectateurs quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe réellement et comment cette situation générale influence ou pas les négociations en cours? Alors aujourd'hui, on est pour l'armée ukrainienne dans une situation qui est extrêmement difficile depuis plusieurs semaines. Et c'est pour ça que le gouvernement ukrainien, avec ses alliés occidentaux, européens, est sans arrêt en train d'appeler à un cessez-le-feu pour 30 jours minimum. C'est parce que la situation militaire est désastreuse. C'est-à-dire que les troupes russes, notamment ce week-end, ont réussi à enfoncer un coin dans les lignes de défense ukrainiennes entre Toretsk, hein, donc Dzerzhinsk pour les Russes, et puis Pokrovsk, alors que jusqu'à maintenant, ils se focalisaient plutôt sur un assaut direct sur ces agglomérations-là. Ils ont trouvé un point faible au centre du système défensif ukrainien dans cette zone. Ils ont fait des bonds successifs en avant et là, ils sont arrivés à s'emparer de la dernière ligne de défense organisée par les Ukrainiens. Donc la situation est très difficile parce que ça peut déboucher sur un enveloppement beaucoup plus large et à un endroit où on s'y attendait pas, à la fois de Konstantinivka et puis de Pokrovsk, hein. Ça peut être les deux en même temps, ça peut être l'un ou l'autre. Bref, c'est très compliqué. Au sud de Pokrovsk, on assiste également à la chute de plusieurs points d'appui sur la dernière ligne défensive des Ukrainiens, hein, entre les villes d'Andrivka et puis de Velika Novosilka. Donc du coup, la situation sur l'axe principal de l'effort que font les Russes depuis maintenant plusieurs mois, hein, depuis l'année dernière notamment et la chute d'Avdiivka, eh bien, c'est payant. Ça se traduit pas seulement par ces gains de territoire, mais ça se traduit aussi par l'attrition de l'armée ukrainienne. On en est à 760 000 morts côté ukrainien, d'après les informations qui sont données des canaux d'open source intelligence, hein, comme on dit, d'OSINT, qui disent, voilà, l'armée ukrainienne, elle a été pas rayée de la carte, hein, il reste des combattants, mais disons que son effectif principal a été perdu. Et ces gens-là nous disent qu'en miroir, par rapport à la stratégie d'attrition que les Russes ont adoptée à l'été 2022, les Russes, eux, n'ont perdu, je dis que, parce que c'est la différence qui dit le que 160 000 à 180 000 hommes, tout confondu, hein, l'armée russe, les sociétés militaires privées comme Wagner ou les soldats des républiques séparatistes avant qu'elles soient intégrées dans l'armée russe. Donc ça fait un rapport de un mort côté russe pour 7 côté ukrainien. Donc à ce rythme-là, bien évidemment, on se retrouve dans la situation que je viens de décrire. Et c'est pour ça que Zelensky et ses amis sont là à appeler à tout prix à ce que la Russie cesse les hostilités. C'est pas du tout comme on essaye de nous le faire croire, parce que l'armée russe, elle, aurait besoin de ces 30 jours pour se reposer. Non, elle est sur une dynamique victorieuse, elle n'a pas besoin de s'arrêter maintenant. Alors que l'armée ukrainienne, elle, elle en aurait grand besoin, mais les Russes vont pas lui offrir ce cadeau-là. Euh, Vous parlez donc des alliés perpétuels hein, de l'Ukraine, la France et l'Angleterre. Qui représente en quelque sorte la voie européenne dans cette guerre, si j'ose dire. Que veulent les Européens, ces Européens-là, en effet? Parce que d'un côté, ils souhaitent donc négocier la paix aux conditions ukrainiennes, ou c'est plutôt mener la guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Et cette poursuite, mais j'ai une question, quelle est vraiment leur stratégie? Qu'est-ce qu'elles veulent dans cette Ah bah, guerre? ces gens-là, alors ils peuvent nous paraître stupides parce que la Russie, de toute façon, c'est ce que je répète depuis 3 ans,
Le jour où elle a déclenché l'opération militaire spéciale, c'était déjà plié. C'est-à-dire que vu le poids de la Russie par rapport au poids de l'Ukraine, la Russie ne pouvait pas perdre. Bon, ça, c'était le premier point. Alors après, on sait que les Européens ont sabordé les négociations qui avaient abouti à Istanbul en mars-avril 2022. Hein. On aurait pu arriver à une situation apaisée dès ce moment-là. Donc, ils ont préféré faire couler le sang de l'armée ukrainienne et du peuple ukrainien. Mais aujourd'hui, leur, leur agitation, leur déclaration, c'est pour pas perdre la face, eux. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement investis dans cette guerre en nous disant la Russie c'est le mal, Poutine c'est Hitler, les Russes c'est des nazis, etc., etc. D'ailleurs en renversant complètement le narratif de la réalité du terrain. On sait bien que le problème, c'est pas les quelques néo-nazis qu'il y a dans tous les pays du monde occidental, y compris en Russie ou en France. Le problème, c'est les néo-nazis qui sont au pouvoir à Kiev. C'est ça que les gens ne veulent pas voir clairement. Et donc aujourd'hui, les Européens savent que c'est perdu. Ils savent que tout ça, c'est fini. Alors ils ont cru que les Américains allaient les aider à éviter tout ça. Ils ont cru qu'ils allaient forcer la main à Donald Trump, la bonne blague. Et aujourd'hui, ils voient que c'est foutu. Et donc, puisqu'ils ne veulent pas reconnaître leur défaite, ils continuent de s'agiter en espérant que cette agitation changera quelque chose. Or, c'est plié. Parce qu'hier, ce qui s'est passé, c'est que la discussion entre le président Trump et le président Poutine, elle aboutit à quoi? À reconnaître que, comme le dit Poutine depuis le mois de novembre, on ne peut pas avoir de cessez-le-feu tant que les conditions préalables posées par la Russie ne sont pas acceptées par les Ukrainiens et donc par les Européens qui sont derrière eux. Et j'ajoute au duo franco-britannique les Allemands, hein, qui sont aussi très présents dans cette histoire, avec que ce soit le précédent chancelier ou Merz aujourd'hui. Donc, ces gens-là ne veulent pas reconnaître leur défaite parce qu'ils ont compris que reconnaître leur défaite là-bas allait leur poser d'énormes problèmes de politique intérieure ici. Hein, c'est-à-dire que Merz, il vient d'être élu en Allemagne. S'il est obligé d'accepter la défaite ukrainienne, ça va très mal commencer pour lui. Ça a déjà d'ailleurs très mal commencé parce que c'est le premier chancelier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas été élu au premier tour. Ça peut très mal se terminer pour Starmer, qui est complètement délégitimé en Grande-Bretagne. Il y a eu des élections locales où son parti a été terrassé par Nigel Farage et les gens qui veulent maintenir le Brexit en place. Macron, je n'ai pas besoin de rappeler à nos auditeurs dans quelle situation il est en France. Donc ces gens-là sont en train d'essayer de sauvegarder leur position sur le dos du peuple ukrainien. C'est abject. C'est abject. Parce que du coup, voilà, le président Trump, bah, il entend ce que lui dit Vladimir Poutine et il connaît les renseignements militaires aussi bien que les Russes. Il sait très bien que l'armée russe avance, qu'elle gagne du terrain et qu'il n'y a aucune nécessité pour elle de faire un cessez-le-feu. Et que s'il doit y avoir un cessez-le-feu, bah, c'est aux conditions de celui qui est en train de gagner. On n'a jamais vu dans l'histoire militaire une armée victorieuse accorder un cessez-le-feu à une armée vaincue sans que ce soit pour gagner quelque chose de plus. Voilà, donc la Russie, elle l'a dit, Vladimir Poutine l'a dit en novembre, commencez par évacuer les quatre oblasts, Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia, et on pourra faire un cessez-le-feu. Voilà, on pourra peut-être même se retirer du nord de Kharkov, hein, pour montrer notre bonne volonté, mais tant que vous n'aurez pas fait ça, on ne peut pas arrêter les combats. C'est tout. Voilà. Et donc là, cette course en avant, elle est effrayante parce qu'elle montre l'aveuglement des hommes politiques européens, puis elle montre aussi leur abjection, parce que pendant ce temps-là, qui meurt en priorité, je viens de le dire, bah, c'est les soldats ukrainiens. Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine. Parce que comme l'a dit J.D. Vance, parce que dans la séquence d'hier, on a eu Donald Trump et Vladimir Poutine, mais on a eu aussi le vice-président américain qui lui a rajouté quelque chose d'extrêmement important dans l'avion dans lequel il se trouvait. Il a dit si, après tous ces efforts, toutes ces négociations que nous, Américains, nous essayons depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir de mettre en place, les belligérants n'arrivent pas à s'entendre, et c'est sous-entendu, les Ukrainiens ne veulent pas accepter les conditions de la Russie, eh bien nous, Américains, on va se retirer, parce que c'est une histoire qui concerne les Européens et pas nous. Alors bon là, ils se moquent du monde, parce qu'on sait très bien que c'est les États-Unis de l'administration Biden qui ont tout fait pour que cette guerre advienne, mais en tout cas, il dit, nous, l'administration Trump, on n'en veut plus de cette affaire-là, vous n'arrivez pas à vous entendre, on va faire ce qu'on a fait il y a 50 ans avec le Sud-Vietnam, on va vous abandonner, vous allez régler ça avec l'armée russe,
Et donc, ça va être une catastrophe pour vous. Parce que si les Américains se retirent, puisque Zelensky s'entêterait, ça veut dire plus de renseignements militaires américains, plus de livraison d'armes, quelles que soient les armes, hein, notamment les défenses antiaériennes pour protéger les derniers secteurs névralgiques ukrainiens, et surtout, parce que ça, j'insiste beaucoup, plus d'argent pour payer les fonctionnaires ukrainiens. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gouvernement en Ukraine. Les fonctionnaires ne seront plus payés. Aujourd'hui, toute l'administration ukrainienne, si elle est au travail tous les matins, c'est parce qu'il y a des fonds américains qui viennent couvrir les salaires tous les jours pour faire fonctionner l'Ukraine. Si les États-Unis se retirent, c'est terminé. Déjà que c'est un pays qui a un niveau de corruption qui était très élevé avant le début de l'intervention russe. Aujourd'hui, si les Américains et dans une moindre mesure les Européens ne payent plus en Ukraine, il n'y a plus d'administration. Donc le pays va s'effondrer. Et l'armée russe, alors là, par rapport à tous ceux qui sont là à dire il faut arrêter les combats, il faut arrêter les combats, l'armée russe, il n'y aura plus rien pour l'arrêter du tout. C'est-à-dire que là, si l'armée russe elle veut aller à Odessa, je ne vois pas qui l'en empêchera. Si l'armée russe elle veut atteindre Dniepro, si elle veut atteindre même la rive orientale du Dniepr devant Kiev, elle pourra y retourner parce qu'il n'y aura plus personne pour l'arrêter. Voilà où nous en sommes. Pour illustrer votre propos concernant l'Ukraine, ce matin, j'ai lu dans le Capital 700 millions pour l'armement en Ukraine disparu en fumée. Et ça, c'est donc tout récent, et c'est pas nouveau. Alors ça aussi, c'est l'autre gros souci, c'est qu'on sait que donc il y a l'argent qui est versé directement pour les salaires au trésor public ukrainien, mais il y a tout ce qui est versé par rapport à l'aide militaire où on sait, il y a plusieurs agences américaines qui l'ont déjà noté depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Cette affaire est une immense opération de blanchiment d'argent. Donc les Américains injectent de l'argent en Ukraine, il disparaît dans des réseaux, notamment ceux aujourd'hui qui sont autour du président Zelensky. Il y en a d'autres qui sont prêts à reprendre leur place ou à prendre sa place, il ne faut pas l'oublier. On a Poroshenko qui est là dans l'ombre qui attend. On a Timoshenko aussi qui attend. Il peut y avoir le boxeur Klitschko, le maire de Kiev, avec son gang à lui aussi qui est prêt à prendre le pouvoir. Et je dis bien le gang, parce que tous ces gens-là appartiennent à des clans mafieux qui sont là pour essayer de récupérer de l'argent. Ils ne sont pas là pour servir l'Ukraine ou le peuple ukrainien, il ne faut pas l'oublier. Hein. Tout ce bruit autour de la rencontre entre Poutine et Zelensky, in fine, le bruit pour rien, parce qu'on sait très bien que qu'elle n'a pas eu lieu déjà parce que Poutine ne considère pas Zelensky comme président légitime, et d'ailleurs pas que lui. Euh, et dans ces conditions, la paix semble très loin. En effet, pour revenir alors à Volodymyr Zelensky, quelle est sa stratégie, puisqu'elle est murmurée par Starmer et Macron. Qu'est-ce qui doit, d'après vous, si vous étiez conseiller de Volodymyr Zelensky, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller maintenant? Bah, il semblerait, c'est des rumeurs qui doivent être confirmées, qu'il est prêt déjà à abroger le décret qui lui interdit de négocier directement avec les Russes. Parce qu'il y a, il y a aussi ce problème-là, Ah, c'est-à-dire que eux se sont mis les menottes en disant non, on ne peut pas discuter avec les Russes. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Quand deux pays sont en guerre, au bout d'un moment, même s'il y a un déficit idéologique majeur entre les deux, il faut bien discuter. Je rappelle, puisqu'on est au 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, que les Russes, enfin les Soviétiques à l'époque, les Allemands, les nazis ont discuté avec eux pour régler la capitulation de Berlin et la fin des combats sur le front oriental. Et ils ont bien été obligés de parler au bout d'un moment. Donc là, il faut aussi qu'on passe par ce genre de choses. On a murmuré à l'oreille de Zelensky, c'est complètement fou. La semaine dernière, on lui a dit, vas-y, la visite de Macron, Starmer et Merz à Kiev le 10 mai a été une catastrophe. Les types lui ont dit, vas-y, euh, provoque Vladimir Poutine publiquement en faisant le petit caïd dans la cour de récréation. Ouais, vas-y, t'es pas capable de venir à Istanbul, moi j'y vais. Mais c'est clownesque. On comprend pourquoi Sergei Lavrov dit ce type-là, c'est un pitre, c'est un clown. On ne fait pas de la diplomatie entre chefs d'État de cette manière-là, et encore moins quand on s'adresse à une puissance comme la Russie. Enfin, déjà, entre êtres humains, on ne devrait pas se parler comme ça quand on est sérieux, mais là, c'est pas possible. Le type, les Européens l'ont convaincu
de faire le caïd. On a l'impression, oui, que c'est la cour de récré ou ce genre de choses, et qu'il s'adresse aux voisins contre lequel il est en guerre, qui est la première puissance nucléaire du monde, comme si on était en train de régler une histoire dans une cour de récréation. Mais c'est pas possible, ça. Faudrait lui dire, écoutez, reprenez un peu le sens des réalités. Déjà, donc, abroger ce décret de votre côté. Donc, du coup, peut-être que les Russes comprendront que vous gagnez une certaine part de légitimité et qu'ils accepteront, du coup, de parler avec vous. Est-ce que vous reprendrez un peu le dessus? Mais là, non, c'est la course à l'abîme en permanence. C'est la course au n'importe quoi, au spectaculaire, alors que la diplomatie, c'est tout sauf spectaculaire. Ça doit se dérouler, je dirais, dans des endroits feutrés, loin des caméras, loin des micros. Et quand on en a terminé, là, on se met devant les caméras et là, on se met devant les micros. Et ce que font les Européens, c'est n'importe quoi. C'est dans la même veine que ce qu'Emmanuel Macron a fait avec Vladimir Poutine en 2022. C'est-à-dire, il révèle des communications privées. On n'a jamais vu ça dans l'histoire diplomatique de quelque époque que ce soit. Et en plus, il est entouré d'un aéropage qui rigole de tout ça. C'est-à-dire que même s'il ne l'avait pas révélé, ça veut dire que Macron, quand il parlait avec Vladimir Poutine, derrière, il y avait des gens qui gloussaient aux propos qui étaient échangés entre les deux chefs d'État. C'est n'importe quoi. Donc on comprend que les Russes disent aux Américains, bon, ben, c'est où ils acceptent ce qu'on leur a proposé, ou on va continuer la guerre, et que les Américains, eux, disent, bon, ben oui, effectivement, vous avez raison, c'est des imbéciles, nous, on va les laisser tomber et vous vous débrouillerez avec eux. Voilà, c'est tout. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui dans les soucis diplomatiques qui sont à régler entre Moscou et Washington, l'Ukraine, c'est important. On ne peut pas dire qu'avec les chiffres des pertes que je viens de donner, ce soit comme ça une paille. Mais le plus important en ce moment, et je suis sûr qu'hier, ça a été dans les discussions entre les deux présidents, c'est la négociation autour de ce qui se passe avec l'Iran et le nucléaire iranien et la résolution du problème du Proche-Orient. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que pour Donald Trump, c'est beaucoup plus important que l'Ukraine, parce que l'Ukraine, il voudrait s'en débarrasser, alors qu'il veut construire quelque chose de révolutionnaire et durable au Proche-Orient et qu'il a besoin de Vladimir Poutine dans le jeu pour que les Iraniens se sentent protégés par l'accord qui a été signé avec les Russes et que du coup, ils acceptent de mettre de l'eau dans leur vin à l'égard d'Israël. Voilà. Et moi, je pense qu'hier, on nous a beaucoup parlé de Zelensky et de l'Ukraine, et moi, je suis persuadé que sur les 2 heures, eh bien, on n'a pas consacré les 2 heures à M. Zelensky et à l'Ukraine et qu'on a consacré aussi beaucoup de temps au Proche-Orient. Voilà mon analyse. On va revenir à la question de la guerre d'Israël. En effet, juste pour revenir rapidement à la stratégie de Zelensky, j'aimerais bien savoir, à un moment donné, il s'agit de la Crimée. La question de la Crimée en fait surface. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont été vraiment étonnées parce que cette question-là semblait clôturée et fermée. On sait très bien que les Russes ne peuvent pas revenir à cette question-là. D'où ça vient? Qui a donné cette merveilleuse idée à Volodymyr Zelensky? Probablement les Français ou les Britanniques, ou les deux. Hein, faut pas oublier d'ailleurs que la Crimée, c'est le théâtre d'opération de la première grande confrontation entre la Russie et puis la France et l'Angleterre au 19e siècle. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des gens dans le voyage du 10 mai qui ont dit à Zelensky, vas-y, reparle de la Crimée, comme quoi constitutionnellement c'est un territoire ukrainien, que vous ne le lâcherez jamais. Alors que même lui, il avait tenu des propos, je crois, c'était l'année dernière, où il disait, bon, la Crimée, est-ce qu'on pourra la récupérer? Voilà, va peut-être falloir la laisser, etc. Donc là, on voit bien que c'est quelqu'un d'autre qui lui a soufflé ça. Et de toute façon, le pauvre, son autonomie personnelle, elle est extrêmement limitée. Il y a les Occidentaux qui jouent le rôle dont on ne cesse de parler. Puis il y a Yermak à côté de lui, qui est son éminence grise et qui lui tient la laisse dès qu'il essaye de faire quelque chose tout seul. Donc voilà, c'est que de la comédie, c'est que du déclaratif. Et c'est fait, encore une fois, pour dire on lâchera rien, on ira jusqu'au bout. Bon, voilà, ça, c'est des postures. Et ce qui est terrible, bah, c'est que pendant qu'on tient des postures, qu'on fait le beau devant les caméras, on a son peuple qui est en train de mourir sur le front. Voilà, et sans espoir de victoire. Certes, il y a beaucoup de communication, surtout de la part des Européens. On le voit tout le temps, toutes les semaines, dans le train, à côté, en face, etc. Finalement, la France peut-elle envoyer les troupes
comme le dit Emmanuel Macron, c'est vraiment aussi une arme de communication comme les autres. Ah bah, c'est de l'agitation, hein. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que, alors, il a commencé, c'était il y a combien? 15 mois maintenant, en février l'année dernière, avec des fuites sur des discussions le soir à l'Élysée avec un whisky à la main, va falloir que j'envoie des gars là-bas. Enfin bref, déjà, c'était de la com. Et ensuite, on a tout un tas d'officiers français, des généraux qui sont en deuxième section. Et notamment, je pense au général Faugère qui est passé sur la chaîne d'Alain Juillet il y a quelques jours, quelques semaines, pour l'expliquer dans le détail en s'appuyant sur un rapport du Sénat. Hein, ce n'est pas un document comme ça qui sortirait de je ne sais où, selon lequel nous n'avons pas les moyens de le faire. C'est tout. Voilà. Et alors les Britanniques, c'est pareil. Hein, Starmer avait fait des agitations médiatiques. Il y avait des gars, des officiers de haut rang qui étaient tout de suite arrivés devant les caméras au bout de 48 heures en disant non, non, mais Monsieur le Premier ministre, on n'a pas les moyens, on n'a pas assez d'hommes, on n'a pas assez de munitions. Et surtout, ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'on ne peut pas déployer du monde là-bas sans le parapluie américain, de renseignement et éventuellement aérien, et logistique. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens logistiques de projeter ces forces jusqu'au territoire de l'Ukraine sans l'appui des Américains. On a bien compris que les Américains, ils n'allaient pas nous le donner, cet appui-là. Hein, c'est clair, ils ont des avions de transport lourds, un peu comme les Antonov ukraino-russes. Ils vont pas les mettre à disposition des Britanniques ou des Français pour aller là-bas. Ça ne le fera pas. Et puis, moi, je l'ai rappelé puisque je suis historien, l'idée, c'est d'aller à Odessa. Hein. En 1919, le gouvernement français a voulu et a envoyé du monde à Odessa pour lutter contre la révolution bolchevique, hein, pour appuyer le général Dénikine. Ça s'est terminé en catastrophe. Ça a été un fiasco pour l'armée française. Donc, on n'a rien à faire là-bas. On n'a aucun moyen d'y aller. Donc, c'est encore une fois de la posture, de l'agitation. Puis pour Emmanuel Macron comme pour Starmer, ça permet de se placer en chef de guerre, de montrer qu'il n'y a pas que Poutine, que eux aussi sont capables. Et puis ça leur permet aussi, en termes de communication politique interne, de faire peur aux Français ou aux Britanniques, de leur dire attention, hein, les méchants Russes, il va falloir qu'on y aille. Si on n'y va pas, alors moi je pense que la finalité, c'est de nous faire peur, de finir par dire ah ben on aurait voulu y aller, mais on ne peut pas parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens. Donc, mobilisez votre épargne, chers compatriotes, pour qu'on se réarme et qu'on relance notre industrie d'armement. Voilà, pour moi, c'est la façon dont les engrenages vont se mettre en route dans les semaines qui viennent. On va dire aux Français, vous voyez, on voulait y aller, on était déterminés à y aller, mais on n'a pas les moyens d'y aller parce que les Américains nous lâchent. Donc, il faut qu'on refasse une défense française, européenne. Donc, donnez-nous votre épargne pour qu'on puisse le faire. Alors qu'on sait très bien que cette épargne, elle ne sera pas mobilisée pour ça. Elle sera là, encore une fois, pour arroser tout le monde et puis pour tenter de combler les déficits qui ont été accumulés depuis 50 ans. Vous êtes historien, Sylvain Ferreira. Il y a 10 jours, à peu près, la Russie donc, et la France, le 8 et le 9 mai, ont célébré l'anniversaire de la donc, 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous en avons parlé au dialogue à plusieurs reprises. On ne va pas revenir à ce sujet historique, mais on sait très bien comment cette célébration, cette commémoration est importante et symbolique pour les Russes. Euh, Quand vous analysez la guerre actuelle et la guerre passée, est-ce que vous voyez quelques peut-être similitudes historiques ou même peut-être symboliques dans tout ce qui se passe maintenant et avant? Bah, la similitude, c'est que la Grande Guerre patriotique, elle s'est jouée globalement sur le territoire de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Ça, c'est déjà la première similitude. C'est qu'une fois encore, cette zone, cette région est le théâtre des combats. Hein. On l'a vu quand il y a eu la pénétration de l'armée ukrainienne dans l'oblast de Koursk. Les combats se déroulaient à quelques dizaines de kilomètres de là où a eu lieu la grande bataille de Koursk en 1943. On était sur les lieux mêmes. On a vu du côté des deux belligérants des unités rappeler et se rattacher à l'héritage
de part et d'autre de la ligne de front à des unités de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et donc, du côté ukrainien, on a vu des unités dire, nous, on est les héritiers des Waffen-SS ukrainiens de la division Galicie. Ou comme on a vu les Russes libérer Mariupol, qui était défendu par les néo-bandéristes ukrainiens, avec la division qui a posé le drapeau rouge sur le Reichstag, hein, la 150e division de fusiliers motorisés de l'armée rouge qui a posé le drapeau sur le Reichstag, c'est celle qui a libéré Mariupol avec les séparatistes. Donc on a bien un écho entre les deux guerres pour les deux belligérants. Alors moi, ce que je comprends toujours pas, c'est comment ici en Occident, on peut accepter de soutenir un pays qui est là à glorifier les héros collaborateurs de l'Allemagne nazie sur le territoire de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui m'échappe, hein, puisque ici, dès qu'on est un peu de droite ou de droite nationale, on vous traite de nazis. Alors, il y a les mauvais nazis et puis il y a les bons nazis. Alors, ceux d'Ukraine, eux, il n'y a pas de problème. Hein. Ceux ici, on ne sait pas. Mais ceux en Ukraine, on sait sûr que c'est des bons nazis parce qu'ils tapent sur les Russes. Bon, et ça, quelque part, c'est aussi un héritage de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on nous disait, bah, on tape sur l'Union soviétique, ma bonne dame, c'est les communistes. Donc on peut leur taper dessus, on peut détruire des villages en entier, on peut déporter des millions d'individus, on peut violer des femmes à grande échelle en constituant des maisons de passe à Kharkov, à Lvov, etc., où des femmes soviétiques étaient prostituées de force jusqu'à 28 fois par jour. Hein, tout ça, on pouvait le faire parce que c'était contre les bolcheviks. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'est pareil. On peut soutenir les néo-bandéristes parce qu'ils cassent du russe. Voilà la similitude dans le discours et dans les symboles. Et c'est ça qui est inacceptable. C'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron ici qui nous dit on a vaincu les nazis et puis il soutient un gouvernement qui a créé une date de fête nationale pour l'anniversaire de la naissance de Stéphane Bandera. Enfin, ça n'a aucun sens, aucun sens. Nous, je ne parle pas du peuple français et des peuples occidentaux, mais nos gouvernements se sont complètement fourvoyés et discrédités d'une certaine manière dans la continuité des gouvernements qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe de l'Ouest. Voilà, on est à peu près au même niveau. Vous avez, au tout début, donc vous avez dit en effet qu'il y a les néo-nazis qui ont filtré, qui sont au pouvoir ukrainien. Supposons que, espérons que la paix sera négociée, comment voyez-vous le sort de Zelensky après? Alors là, il y a plein de scénarios. Il y a un scénario qui est tragique et auquel moi j'ai attaché de l'importance avant l'élection de Donald Trump et pour lequel je pense que Donald Trump pouvait peut-être jouer un rôle positif, c'est de lui éviter de prendre une balle dans la tête. C'est-à-dire que dans son clan, il y a des gens qui veuillent l'éliminer si des fois, parce que ce qui pèse sur ce personnage, c'est que son clan finisse par l'éliminer s'il reprenait une certaine autonomie, et notamment une autonomie pour dire on arrête le massacre. Je rappelle que Volodymyr Zelensky a été élu pour faire la paix dans le Donbass. Donc ça veut dire que peut-être que dans son fort intérieur, c'est ce qu'il pense et qu'on le contraint en menaçant sa vie de faire autre chose. Il ne faut pas l'oublier. Je rappelle que le grand-père de Volodymyr Zelensky était un officier décoré de l'armée rouge. C'est fou. C'est fou. Il y a des gens à Berlin, j'ai vu ça passer la semaine dernière, il y a des gens à Berlin la semaine dernière qui ont défié les autorités berlinoises en allant poser par centaines des œillets rouges tous les statues des soldats soviétiques qui ont libéré Berlin. Et il y en a un qui a écrit un panneau à la mémoire du grand-père de Zelensky en lui disant tout ça pour ça, Volodymyr, égale traître. Et tout ça écrit en ukrainien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent en se disant mais comment c'est possible? Alors, moi, je pense qu'il peut donc s'en prendre une balle dans la tête. Il peut être évacué en Israël où sont ses parents depuis plusieurs années, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'étant donné qu'il est de confession juive, sa famille, son père et sa mère sont en Israël. Donc, il pourrait être évacué là-bas dans le meilleur des cas. Et puis, sinon, il pourrait finir en Europe comme un paria. Moi, j'invite nos auditeurs à chercher ce qui est advenu des généraux vietnamiens, sud-vietnamiens, il y a 50 ans, quand Saigon est tombé. Plus personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Et peut-être que Zelensky pourrait se retrouver dans une espèce d'oubliette de l'histoire à partir du moment où tout ça se terminerait. Il y a aussi un scénario, c'est qu'il y a une espèce de guerre civile sur l'arrière-front en Ukraine,
de toutes ces factions que j'évoquais tout à l'heure, hein, Timoshenko, Poroshenko, Klitschko, etc., et que ça se termine dans un bain de sang à Kiev entre eux pour prendre le pouvoir. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est très compliqué de se dire ça va être plutôt ça que ça. Je pense que ça va surtout être en fonction. Est-ce que là, dans ce qu'on voit aujourd'hui, il finira par accepter ce que veulent les Russes ou est-ce que c'est l'armée russe qui viendra chercher d'elle-même ce dont elle a besoin pour, pour la sécurité de la Russie? C'est ça qui fera toute la différence. Mais dans ce cas-là, déjà, on ne connaît pas le nombre de populations présentes sur le territoire ukrainien actuellement. Parce que je me souviens, il y a quelques années, j'ai échangé avec Emmanuel Todd à ce sujet-là, et il m'a confirmé, il faut qu'il le reconfirme, que de toute façon, le recensement de la population n'a pas été fait pendant, je sais pas, 20 ans en Ukraine. Alors aujourd'hui, avec les chiffres qui ne sont pas fiables, est-ce qu'on a à peu près une notion de combien de personnes restent sur place, clairement? Alors, il y a alors, les estimations dont parlait Emmanuel Todd fixaient le dernier recensement à 44 millions de citoyens en Ukraine. Aujourd'hui, on a une estimation, il en resterait, attention, hein, c'est 28 millions. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. C'est-à-dire qu'il y a 16 millions d'Ukrainiens qui se sont dispersés et la majorité de ceux qui sont plus là, ils sont où? Chez les méchants Russes. C'est-à-dire que c'est ça qu'on oublie toujours de nous dire. Il y en a beaucoup qui sont venus, bien sûr, en Pologne depuis le 24 février 2022. Mais la majorité de ceux qui ont quitté le territoire de l'Ukraine, ils sont en Russie. Et je ne parle pas de gens qui sont dans les 4 oblasts que la Russie a récupérés. Je parle de gens qui ont fui le territoire historique de 1991, reconnu comme étant le territoire de l'Ukraine, et qui se sont réfugiés en Russie. C'est là le lieu dans lequel ils ont préféré s'en aller. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là-bas, on va les accueillir correctement. Il n'y a pas de haine contre eux. C'est-à-dire qu'il y a plein de couples russo-ukrainiens, il y a des familles comme ça binationales. Donc les gens ne vont pas être accueillis à coups de pierre. Au contraire. Et en plus, c'est parmi ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui viennent de ce territoire de la Novarossia, donc ils parlent le russe, il n'y a pas de problème, etc. Ils sont intégrés très rapidement. La majorité de ceux qui sont aujourd'hui en Europe occidentale, on sait bien que c'est les Ukrainiens dits de l'Ouest, hein, c'est-à-dire tous ceux qui sont ukrainiens véritablement que depuis 1991 finalement, hein, et qui avant étaient dans l'Empire austro-hongrois au début du XXe siècle et qui n'ont pas grand-chose à voir avec les Ukrainiens même de Kiev ou de Dniepro. Voilà. Euh, Si la paix n'est pas négociée tout de suite, quand même, j'ai des doutes, graves, doutes que ça se passe rapidement. Comment est-ce que vous voyez, pronostic en fait sur le champ de bataille pour cette année 2025 et in fine, que va devenir l'Ukraine? Alors, si c'est le champ de bataille qui règle les choses, déjà, bon, bah, les 4 oblasts seront intégralement occupés par l'armée russe. Et puis maintenant, il peut y avoir un débordement que tout le monde espère vers Odessa. Parce que les gens qui font de la stratégie à long terme, ils ont très bien compris que si les Russes n'ont pas un pont territorial depuis la région de Kherson vers la Transnistrie, demain, l'OTAN ou les Américains dans 20 ans utiliseront la Transnistrie pour refaire à nouveau la guerre et replonger la région dans la guerre. Il ne faut pas que ça arrive. Et puis, bien sûr, il y a tous ceux qui pensent que Odessa étant une ville russe, il faut qu'elle redevienne russe. Voilà, quand on voit ce qui a été fait dans Odessa au statut de Poutine, au statut de la tsarine Catherine II, etc. C'est pas possible, cette vie. Et puis ce qui s'est passé, bien sûr, dans la maison des syndicats en 2014 avec ces gens qui ont été brûlés vifs parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler des conséquences du Maïdan. Donc, il se peut que si les Ukrainiens refusent, portés par leurs amis européens dans cette folie, que l'armée russe, elle arrive à Odessa, qu'elle arrive à la frontière avec la Transnistrie, et puis que tout ce qui est géographiquement et historiquement la Novarossia devienne russe. C'est tout à fait possible. Et même, parce que ça c'est la partie qui intéresse les Russes, mais ce qui peut même se passer et qui est très important, et Vladimir Poutine en a parlé avec Tucker Carlson il y a quelques mois, il se peut aussi que dans l'ouest de l'Ukraine, et ça beaucoup de monde l'ignore, les Magyars
la minorité magyare redevienne hongroise au sens qu'elle revienne dans le territoire hongrois, que la minorité polonaise, hein, qui est du côté encore un peu plus à l'ouest de Lvov, redevienne polonaise, et que même une partie de ce qui est de la minorité roumanophone revienne à la Roumanie. Donc ça ne va pas simplement être en faveur de la Russie. Et Vladimir Poutine a été clair. Il a dit si ces trois pays veulent reprendre ce qui leur appartient, nous, on ne va pas s'y opposer. Parce que qu'est-ce qu'a rappelé Vladimir Poutine? C'est que ces trois parties-là, qui les a enlevées à la Pologne, à la Hongrie, à la Roumanie, c'est Staline. Donc lui, il a dit, moi, j'ai aucune raison de maintenir l'héritage de Staline dans cette affaire. Hein, moi, si ces pays-là veulent récupérer leur minorité, il n'y a pas de problème. Et pourquoi c'est d'autant plus probable? C'est que les minorités linguistiques de ces trois pays ont été, surtout les Magyars et les roumanophones, ont été maltraitées par Kiev, elles aussi. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours, oui, dans le Donbass, ils ne voulaient plus que les gens utilisent le russe dans l'administration, mais le décret, il n'est pas que contre la langue russe, il était contre toutes les autres langues, le hongrois, le roumain, etc. Donc, ces gens-là, en plus, on les a envoyés parmi les premiers sur le front de force, etc., alors qu'ils ne voulaient pas se battre contre les Russes. Donc, demain, on pourrait avoir une partition de l'Ukraine, avec effectivement la Novorossia qui redevient russe, et puis ces trois enclaves territoriales d'autres pays qui redeviennent roumaines, hongroises ou polonaises. C'est tout à fait vraisemblable. Juste avant de finir notre dialogue aujourd'hui, question concernant la guerre en Israël, entre Israël et Gaza. Vous dites que cette conversation entre Trump et Poutine se portait également sur les dossiers autres que l'Ukraine. C'est pas que l'Ukraine, en effet, on en parle beaucoup, mais on n'oublie pas malheureusement, hélas, les autres dossiers. Comment voyez-vous la distribution des forces? Moi, ce que j'espère, déjà, je vais d'abord confesser que c'est d'abord mon espérance. La Russie a signé un accord de défense stratégique avec l'Iran, hein, à la fin de l'année dernière, qui a été ratifié en début d'année par la Douma. Donc voilà, c'est ficelé. Donc ça veut dire que Téhéran n'a plus besoin, pour garantir sa sécurité, d'avoir elle-même l'arme nucléaire. Elle sait que la Russie peut lui venir en aide en cas de grands problèmes de défense. Donc elle peut accepter la proposition américaine de signer un accord sur le nucléaire pour dire nous, on garde que le nucléaire civil. Et d'ailleurs, dans cette négociation, qu'est-ce que les Russes ont proposé? Que Rosatom fabrique, enfin construise des centrales nucléaires civiles en Iran. Donc, pour les gouvernants à Téhéran, pour les mollahs, tout ça, c'est très bien. Parallèlement à ça, en Iran, les mollahs et une partie notamment des gardiens de la révolution ne veulent plus entendre parler des sanctions économiques que les États-Unis et le reste du monde ont imposées à Téhéran parce que ça leur fait perdre de l'argent. C'est des gens, ils font de la politique, mais ils font aussi du business. Et ça fait des décennies qu'ils perdent de l'argent parce qu'il ne faut pas oublier, l'Iran a toujours été un grand partenaire commercial avec les États-Unis ou avec l'Europe, et en particulier avec la France. Et donc ces gens-là veulent que tout ça, ça reprenne parce qu'ils veulent à nouveau s'enrichir. Il faut appeler un chat un chat. Donc eux, ils sont prêts, puisqu'ils savent qu'ils vont être enfin, qu'ils sont sécurisés par les Russes et qu'ils voient que les Américains sont prêts à refaire du business et à lever les sanctions enfin, grâce à cet accord. Ça veut dire que derrière, ils vont accepter à un moment ou à un autre de reconnaître l'État d'Israël. Parce que ça va dans cette logique. Parce que de l'autre côté, il y a un troisième acteur, enfin un quatrième acteur à rajouter, c'est l'Arabie Saoudite, qui elle aussi va rentrer dans les accords d'Abraham. Hein. Pourquoi Donald Trump a-t-il été d'abord en Arabie Saoudite? C'est à la fois pour faire du business, comme d'habitude, c'est pour redire à Ben Salman, c'est bien que tu vendes du pétrole en yuan, mais continue de le vendre en dollars, c'est mieux pour nous les Américains. Et pour lui dire aussi, continue, et ça c'est un facteur que peu de gens commentent, continue de te rabibocher avec les mollahs à Téhéran. Il ne faut pas oublier, hein, l'Arabie saoudite, c'est le représentant à la fois politique et religieux de l'islam sunnite dans le monde. Téhéran, c'est le représentant de l'islam chiite. Ça fait 2 ans que les deux États se parlent à nouveau, que les deux États sont en train de reprendre des relations diplomatiques constructives. Donc on a tout un plan entre Russes
iraniens, américains et saoudiens pour isoler Benjamin Netanyahou et le neutraliser. Voilà l'objectif de tout ça. Et à l'œuvre, Vladimir Poutine, Donald Trump, Mohamed Ben Salman et des représentants iraniens, notamment d'une frange des gardiens de la révolution. Ces gens-là sont en train de neutraliser par la discussion, par la diplomatie, les effets de ce que fait Benjamin Netanyahou dans sa course folle à la guerre, à la destruction contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Donc mon espoir, mon espérance, c'est que dans les discussions nombreuses qui a eu lieu entre Vitkov et Vladimir Poutine et les coups de téléphone comme hier, c'est pas simplement l'Ukraine qui est au cœur des discussions, c'est aussi ça. Et ça, c'est extrêmement important pour la paix du monde dans la région qui en a besoin, mais alors comme peu de régions en ont besoin aujourd'hui sur la planète. Merci beaucoup, Sylvain Ferreira, pour ce dialogue et nous espérons que le bon sens s'imposera. Ouais, oui, on l'espère aussi. Merci. Merci.